Merci, monsieur le modérateur, chers consoeurs, chers confrères. Tout d'abord, j'aurais voulu remercier les organisateurs, notamment Dr Bkhal et son équipe, pour leur invitation. Et le thème dont j'ai la charge d'exposer durant le troisième forum, donc CHLEF, les coronaires. Et donc, on a choisi pour thème donc, la prise en charge du syndrome coronaire aigu, ST-, bien sûr, en fonction des dernières recommandations qui ont été publiées fin 2015 à Londres. Donc, comme vous le savez, l'athérosclérose coronaire constitue l'une des pathologies les plus importantes en termes de santé publique à l'échelle planétaire. C'est la première cause de morbimortalité dans le monde. Et le syndrome coronaire aigu, on est la complication donc aiguë de la maladie athéromateuse. Et donc, c'est une urgence cardiologique, diagnostique et thérapeutique dont tout praticien peut justement être confronté à ce type de pathologie. Alors, sans transition, je parle aussi de la cicatrisation de la plaque d'athérome. Comme vous le savez, donc, la plaque d'athérome est constituée de deux choses qu'il faudrait connaître, c'est la chape fibreuse et le corps lipidique. Donc, un syndrome coronaire aigu se traduit par une fissuration de la plaque. Si c'est obstructif, donc on est dans le cadre de l'infarctus du myocarde aigu, syndrome coronaire aigu ST+, et de l'autre côté à droite, donc si l'obstruction de la lumière est incomplète, on est au stade du syndrome coronaire aigu ST-. Alors, point de vue nosologique, vous savez, depuis quelques années, disons une quinzaine d'années, donc on a la nosologie du syndrome coronaire aigu a changé et on parle de forme clinique, donc le syndrome coronaire aigu avec sus-décalage du segment ST. Et là, c'est une fissuration de la plaque avec obstruction complète du vaisseau qui se traduit sur le plan électrocardiographique par un sus-décalage du segment ST. De l'autre côté, donc le syndrome coronaire aigu sans sus-décalage du segment ST, donc qui se traduit aussi par ce phénomène de fissuration et rupture de la plaque d'athérome, et qui se traduit sur le plan électrocardiographique par des modifications du segment ST, en particulier donc le sous-décalage du segment ST ou l'inversion de l'onde T, donc l'ischémie sous-épicardique, ou un électro qui peut se traduire également, il faut mettre ça en tête, ou un électrocardiogramme qui est tout à fait normal. Alors, que disent les recommandations par rapport donc, au diagnostic et stratification du risque cardiovasculaire? C'est une recommandation de classe 1. Donc au niveau de preuve A. Alors chez les patients avec suspicion de syndrome coronaire aigu ST-, le diagnostic et la stratification du risque à court terme, donc d'ischémie et de saignement, doit être basé sur l'histoire clinique, chose qu'on fait tous les jours, les symptômes, les signes physiques et surtout l'électrocardiogramme répété et les biomarqueurs, donc bilan biologique. Ça c'est une recommandation donc de fort degré. Alors, la douleur thoracique, c'est le symptôme maître de la pathologie coronarienne. Et pour rappel, donc, des choses que vous connaissez. Donc, la douleur thoracique, plus ou moins caractéristique, qui survient au repos pour des efforts de moins en moins importants, associés à ou non à des modifications de l'électrocardiogramme. C'est ce que je disais, donc, plaque précédente. Alors, quand elle est typique, rétrosternale, en barre constrictive, qui touche les deux membres supérieurs, voire la mâchoire, ça, c'est les douleurs typiques, mais parfois, il faut faire très attention par rapport aux atypies de la douleur, et tout particulièrement donc, la douleur épigastrique, ou la forme en brûlure, mais pas constrictive, forme de poids, ou chez certains sujets âgés, diabétiques, des particularités. Donc, par rapport à cette catégorie de patients, une bloc-pnée, une syncope, ou carrément asymptomatique, comme vous le savez, par rapport aux diabétiques. Et parfois, elle est révélée par donc, une complication sévère, un trouble de rythme, une insuffisance cardiaque ou carrément la mort subite. Donc, première chose à faire, c'est, donc on a caractérisé la douleur, on fait un ECG, et qu'est-ce qui dit les recommandations, les récentes recommandations?
il nous demande de faire un ECG à 12 dérivations classiques, dont vous avez l'habitude de faire, avec, dans les 10 minutes, donc très rapidement, suivant le premier contact, hein, avec un médecin bien sûr, élu immédiatement, donc ça par le médecin qui en face ce malade, ou éventuellement avis éventuellement un cardiologue ou urgentiste qui a l'habitude d'interpréter les électrocardiogrammes. Alors cette démarche doit être répétée en cas de récidive des symptômes, bien sûr, parce que pendant la douleur, on peut choper donc, cette insuffisance coronarienne aiguë. Et après 6, 9 et 24 heures, c'est des protocoles, et bien sûr avant la sortie de l'hôpital. Sinon, ça c'est les 12 dérivations classiques. Il ne faut pas oublier aussi les dérivations, parce que le cœur, pratiquement, quand on fait l'électrocardiogramme, pour ceux qui l'en font, donc il faut faire carrément le tour du cœur, donc dans le plan sagittal ou horizontal. Et il ne faut pas oublier que aussi il y a des infarctus du ventricule droit, donc il faut faire les dérivations à droite, le V3R, le V4R et le VE, et les dérivations postérieures précordiales, donc du V7 au V9. Surtout quand il y a des anomalies à peu près vers V5, V6, il faut voir ce qui se passe en postérieur, et il ne faut pas oublier donc de faire les dérivations postérieures. Alors, c'est un schéma pour préciser un peu de la topographie des électrodes. Donc, on a l'habitude de faire cela, hein, les 12 dérivations. Donc, pour voir le ventricule droit, donc les dérivations V3R et V4R avec une VE éventuellement, pour explorer le ventricule droit, parce qu'il y a des infarctus du ventricule droit aussi. Et puis, quand on a des anomalies au niveau latéral bas ou haut éventuellement, il faut faire donc les dérivations postérieures, parce que vous pouvez avoir affaire à des malades dont la clinique est évocatrice d'un syndrome coronaire aigu, mais si on ne fait pas, par exemple, les dérivations postérieures, vous imaginez qu'on passe à côté d'un infarctus de la paroi postérieure. Alors, un électrocardiogramme, donc il va caractériser la douleur, le malade donc la douleur, l'électrocardiogramme, bien sûr, et troisième volet, donc très important dans la prise en charge du syndrome coronaire aigu, c'est le dosage de la troponine. Alors, le dosage de la troponine doit être fait rapidement. Donc, ça fait partie de l'arsenal du diagnostic. Et puis, éventuellement, ça peut nous donner aussi une indication pronostique par rapport à la taille de l'infarctus. Ou, bien sûr, faire des dosages. Il y a plusieurs protocoles. Donc, vous allez voir, dans ces recommandations, on a encore un nouveau protocole. Et le protocole dont on a l'habitude de le faire, c'est le protocole rapide, 0 heure et à 3 heures. Il est conseillé, si les dosages de troponine à haute sensibilité sont disponibles, bien sûr, quand il y a les troponines sensibles, ultra sensibles. C'est des recommandations donc, de classe 1. Ce qui est nouveau dans les recommandations de 2015, c'est cela en fait, c'est un nouveau protocole, roll-in, roll-out, donc infirmer ou confirmer un diagnostic de syndrome coronaire aigu ou nécrose myocardique, qui traduit bien sûr une nécrose myocardique par un protocole. Donc faire des dosages à 0 heure et à 1 heure. Donc la durée du dosage est écourtée au lieu de 0 heure, 3 heures, donc écourtée à 0 heure et 1 heure. Et bien sûr, ça c'est dû au développement d'appareillage et tout ça, donc développement technologique. Alors pour l'algorithme, dans les recommandations, donc 0 heure et 3 heures, vous êtes en face d'un patient qui fait une douleur thoracique aiguë et on raisonne à travers le dosage de la troponine. À partir de là, donc si on se met de ce côté-là, vous avez le taux de troponine qui est, disons, inférieur à la limite normale supérieure. Si le patient maintenant dépend du timing de l'admission du patient, et si le patient a la douleur et qui est au-delà des 6 heures, là, les recommandations, vous allez voir, nous demandent de faire des scores. Donc, le score, c'est très important aussi pour la prise en charge du syndrome coronaire aigu. Donc, des scores, on verra ce que c'est. Maintenant, si le score est moins de 140, le score de Grace en particulier, il y a plusieurs scores. Donc, là, le Grace qui est recommandé dans les dernières recommandations, avant de travailler par le score TIMI. Et là, on peut faire sortir le patient et ultérieurement demander un test ischémique ultérieur. Si la douleur est de moins de 6 heures, là par contre, on fait un deuxième dosage à 3 heures. S'il n'y a pas de changement, on bascule vers le côté,
où la douleur est au-delà de 6 heures. Donc ça, c'est simple. De l'autre côté, si la troponine est élevée, là, si elle est élevée, bien sûr, de façon importante, là, on va directement vers une stratégie invasive, donc faire une coronarographie, voire éventuellement un geste de revascularisation. Maintenant, s'il n'y a pas de modification du dosage de la troponine, là, il faut bien sûr, vous savez que la troponine aussi, quand elle est élevée, il n'y a pas que l'infarctus, il y a beaucoup de choses, on va les énumérer, qu'il faudra justement éliminer pour pouvoir parler d'une nécrose spécifique du cœur. Maintenant, s'il y a une cinétique justement au niveau de la troponine, là, on passe directement à une stratégie invasive. Ça, c'est le nouveau protocole qu'on a eu lors de ces recommandations. Donc, à 1 heure, donc 0 heure, je disais 1 heure, je vous envoie peut-être relire ce nouveau protocole qu'on n'a pas malheureusement pour le moment en Algérie. Alors, je disais que la troponine n'est pas simplement élevée par la nécrose du myocarde, mais il y a une multitude, vous avez toute la liste, une multitude de pathologies qui concourent à l'évaluation de cette troponine, en particulier l'insuffisance rénale chronique ou aiguë, l'insuffisance cardiaque, les crises hypertensives sévères, enfin les bradycardies, enfin toute la pathologie, myocardite, embolie pulmonaire, enfin toute dissection aortique, les choses qu'on voit tous les jours, l'hypothyroïdie, que vous voyez aussi, donc peut élever la troponine, donc là il faudra faire très attention aussi, parce que si on pose le diagnostic syndrome coronaire aigu ST moins, là c'est la stratégie thérapeutique, elle est quand même assez costaud et il y a un risque hémorragique, on utilise beaucoup les anticoagulants, vous allez voir tout à l'heure. Donc les brûlures, donc on en parlait tout à l'heure, les brûlures aussi augmentent le taux de troponine, donc il faut faire très attention. Les patients sous statine qui font des rabdomyolyses, à jamais exploré, donc aussi on peut retrouver des taux de troponine un peu élevés. Alors pour résumer, donc si vous êtes en face d'un patient qui présente une douleur thoracique, et si vous avez l'hypothèse en tête comme quoi il s'agit d'un syndrome coronaire aigu, là si le CG, vous avez le ST+, là c'est clair, là c'est le syndrome coronaire aigu ST+, et là c'est l'infarctus, et donc c'est un autre volet dont on a mis de côté durant cette présentation. Alors ce qui nous intéresse, donc syndrome coronaire aigu, s'il est normal, on disait qu'on pouvait faire des syndromes coronaires aigus ST- avec ECG normal, troponine élevée, c'est un syndrome coronaire aigu qu'il faudra prendre en charge aussi de façon drastique parce que pourvoyeur de complications dont on a cité tout à l'heure. Alors, si c'est un syndrome coronaire ST-, donc tropo-positif, tropo-négatif, donc la nosologie, si tropo-négatif, on parle d'encore instable, donc ça vous savez. Maintenant, s'il y a troponine positif, c'est un syndrome coronaire aigu ST-. Alors, il y a des tests aussi lors de ces recommandations, des tests d'ischémie, donc qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Donc ça c'est important aussi pour la stratégie de prise en charge des syndromes coronaires aigus ST-. Alors on peut être amené à faire un échocardio, donc moi j'ai tout patient pour évaluer la fonction VG, voir la cinétique donc globale et segmentaire du ventricule gauche. Alors je passe au troisième, que ce soit plus simple, donc j'ai patient sans douleur récidivante avec des données ECG normales. Donc ça, c'est des choses, vous voyez ça même en consultation, on voit cette catégorie de patients. Des dosages de troponine négatifs et un score de risque faible. Alors, on fait une épreuve de stress, et non invasive, bien sûr, et à recherche d'une ischémie inductible et recommandée avec décision d'une stratégie invasive. Donc, on va mollo-mollo avec le malade, donc des tests non invasifs. Alors, le Coroscan aussi, on en parlait, il y a des études qui sortent, donc pour les recommandations 2015, sa place elle est précisée, c'est une recommandation de classe 2A-B, il n'a pas encore carburé dans la pratique quotidienne, donc, et ce scanner coronaire doit être considéré comme une alternative à la coronarographie, mais surtout pour éliminer le syndrome coronaire aigu ST-, lorsqu'il existe une vraisemblance faible à intermédiaire de maladie coronaire aiguë, et que la troponine et le CG ne sont pas concluants. Là, on peut faire un test non invasif. On ne va pas jusqu'à la coronarographie pour confirmer ou infirmer une insuffisance coronaire aiguë, mais on peut justement être amené peut-être à faire un coroscan parce que sa valeur prédictive négative est très intéressante pour ce test. Ça, c'était pour le diagnostic. Pour la stratification, alors, ce qui est important, en fait, c'est quand on est en face d'un syndrome coronaire aigu, le challenge, c'est de pouvoir stratifier le patient, le risque
il y a deux risques. Il y a le risque ischémique d'un côté, et bien sûr, si on sera amené à utiliser beaucoup d'anticoagulation, vous allez voir, d'anticoagulants, d'antiagrégants plaquettaires, et bien sûr, de l'autre côté, vous avez le risque hémorragique. Alors, pour la stratification du risque et le pronostic, donc il est recommandé d'utiliser les scores de risque établis donc pour le pronostic. Et le score de Grace qui est recommandé durant ces recommandations, c'est très simple, c'est des tableaux qu'on peut mettre dans nos cellulaires éventuellement et avoir rapidement le score. Et puis, ça c'est pour le pronostic, et puis pour l'utilisation des scores Crouzet, ça c'est pour évaluer le risque hémorragique. Donc deux scores dans un syndrome coronaire aigu ST-. D'un côté, le score de Grace pour le risque, et pour l'hémorragique, vous avez le Crouzet et puis le Hasbled qu'on utilise aussi pour l'utilisation des anticoagulants. Le score de Grace, c'est ça en fait, il est fonction de l'âge, de la fréquence cardiaque, de la pression artérielle systolique, de la créate, des signes d'insuffisance cardiaque, s'il y a eu un arrêt cardiaque lors de l'admission, s'il y a un problème de modification électrique ou l'élévation des enzymes cardiaques. Et là, on tape et il nous donne la probabilité de faire un infarctus, voire surtout la mortalité à l'hôpital et à 6 mois. Et donc c'est très intéressant. Parfois, ces scores, ça nous aiguille. Et quand ce score est au-delà des 140, donc le cutoff il est à 140, au-delà des 140, on se retrouve devant un patient au risque ischémique. Et en fonction de ce score, donc la stratégie thérapeutique est engagée. Donc le score de Grace, le score de Crouzet, donc là pour évaluer le risque hémorragique, et il prend en considération, c'est à peu près... c'est les mêmes données à peu près hémodynamiques, on trouve toujours de l'hémodynamique, de la biologie, de l'électrocardiogramme, et puis de la clinique. Donc la clinique aussi, ça a un poids dans ce genre de score. Par rapport donc au traitement pharmacologique, vous savez que la prise en charge d'un syndrome coronaire aigu, aussi bien ST+, ou ST-, commence toujours par l'oxygénothérapie, chose qui se fait donc dans le cadre des urgences, surtout si la saturation est moins de 90%. Les nitrés sublinguaux ou intraveineux, donc ça c'est des choses connues. Il faut faire par contre attention, parce que les patients peuvent faire des hypotensions, et les intraveineux, donc les dérivés nitrés, font baisser la pression artérielle et donc diminuer la perfusion coronaire, et on aggrave l'insuffisance coronaire aiguë. Donc faire très attention par rapport à toutes ces données. Et puis bien sûr des antalgiques, voire de la morphine quand il y a une douleur qui est importante. La douleur aussi peut favoriser l'extension aussi de la nécrose ou de problème coronaire aigu. Alors qu'est-ce qu'il faut faire au moment du traitement de l'ischémie en phase aiguë? Donc les recommandations nous aiguillent par rapport à ça aussi. Donc les bêta-bloquants font partie de l'arsenal thérapeutique, sauf bien sûr contre-indication. S'il y a une contre-indication, donc il faut basculer vers les anticalciques bradycardisants parfois. Et même, ils sont plus ou moins déconseillés quand vous avez des patients qui sont suffocants en OAP, en sub-OAP. Là, il faut faire vraiment très attention. Et puis, les dérivés nitrés sont recommandés pour justement essayer d'atténuer, voire de faire régresser la douleur angineuse. Donc, tout ça, c'est des recommandations de classe 1. Alors, le traitement, chose importante, parce que le challenge de chaque praticien, c'est de pouvoir justement manager cette thérapeutique qui est très, en fait, d'un côté, parce qu'il y a le risque, on disait qu'il y avait le risque hémorragique qui est là, parce qu'on utilise beaucoup d'antithrombotiques, et donc là, la connaissance un peu de pharmacologie, de la pharmacocinétique en particulier, pharmacodynamique, est intéressante à connaître. Et là, on va en parler un peu par rapport donc de l'aspirine, les inhibiteurs de l'ADP, clopidogrel, ticagrelor, prasugrel, peut-être qui arrivera, les anti-GP2B3A, et puis de l'autre côté, les héparines abapomoléculaires ou non fractionnées. Alors, le choix de l'association de ces agents est important aussi à manager en fonction du risque ischémique hémorragique. Les
agrégant Péros, ça c'est des choses qu'il faudra peut-être connaître, que l'aspirine doit être prescrite à tous les patients sans contre-indication à une dose d'attaque 150-300 mg, ça c'est des choses que vous connaissez. Donc les recommandations insistent sur ça. Et avec une dose quotidienne de 75 à 100 mg en long cours, donc à vie, on fait en quelque sorte. Les antiagrégants, tels les inhibiteurs de la P2, Y12, doivent être ajoutés à l'aspirine, donc aussitôt que possible, et pendant au moins 12 mois. Le consensus, c'est toujours débattu, mais 12 mois, sauf contre-indication. Maintenant, donner un peu moins, un peu plus, ça c'est au cas par cas, ça c'est patient Fox. Donc là, j'ai mis à peu près les antiagrégants, le tigagrelor qui existe mais qui n'est pas encore remboursé, le prasugrel qui n'existe pas et le clopidogrel qui existe et dont on a l'habitude de travailler avec. Sinon, il y a des patients qui viennent dans le cadre de syndrome coronaire aigu ST et qui ont une fibrillation auriculaire. Ça, c'est des particularités de gestion. Il faut faire très attention, surtout pendant la phase de cicatrisation de stent, au cas où on met des stents. Donc, 4 semaines pour les patients qui ont un risque hémorragique important, 6 semaines pour les autres, et puis la tripthérapie 12 mois, voire continuer avec les anticoagulants oraux au-delà de 12 mois. Les anti-GP2B3A, donc ça c'est des médicaments qui sont utilisés au milieu hospitalier, donc le tirofiban, l'abciximab Riopro, donc c'est des choses qui se font dans un milieu spécialisé. Les anticoagulants, ça c'est des choses que vous utilisez tous les jours, donc l'héparine à bas poids moléculaire, l'énoxaparine en particulier 1 mg/kg chaque 12 heures, par kilo chaque 12 heures, et l'héparine non fractionnée, donc en fonction des cas. Les anticoagulants, donc j'en passe, des choses connues. Pour la revascularisation myocardique, donc c'est des patients qui sont sujets à avoir une revascularisation urgente. Donc il y a 3 stratégies, je passe rapidement. Alors, stratégie invasive moins de 2 heures, donc là c'est des patients qui passent au bloc au cath lab. Et s'il y a des critères de gravité, hémodynamique, s'il y a des récurrences de douleur, si vous avez des modifications de l'électrocardiogramme, c'est des patients qui sont sujets justement à avoir une revascularisation donc, invasive. Ceux qui bénéficient d'une stratégie invasive moins de 24 heures est recommandé chez les patients qui ont un GRACE, donc on revient à ce GRACE, le score, si on calcule au-delà de 140, là c'est le cath lab. Et ceux qui ont une cinétique de troponine qui est très, très, très variable, et surtout l'électrocardiogramme qui est parlant. Et ceux qui peuvent bénéficier d'une stratégie invasive un peu retardée, ce sont 12 heures. Ceux qui ont les diabétiques, par exemple, ceux qui ont fraction d'éjection basse, ceux qui ont déjà des antécédents de revascularisation par PCI ou par pontage coronaire. Le pontage coronaire, donc, dans ces recommandations, on en parle, donc ça se fait dans un cadre de ARTIM dont on parle, donc c'est le groupe de chirurgiens, de cardiologues, d'interventionnels, tout ça pour discuter de la meilleure vascularisation possible. Elle est basée sur le score de syntaxe. Vous entendez beaucoup parler de syntaxe. C'est à peu près le score qu'on avait avant, un peu modifié, qui prend en charge donc, toutes les caractéristiques de la lésion coronaire. Et la tendance actuelle dans ces recommandations, on nous dit donc no touch, enfin le truc no touch, tout artériel, c'est-à-dire on ne touche pas l'aorte, parce qu'il y a des athérambes qui peuvent aussi faire des problèmes le péropératoire, et placer le maximum d'artères, donc les artères même aussi bien internes, gauche que droite. Alors la prévention, j'en passe à quoi? Parce que je vais parler de l'ordonnance de la sortie, ça vous intéresse aussi, parce que c'est des patients qui viennent vous voir, donc il faut essayer toujours de garder cette aspirine à vie, tant qu'il n'y a pas de contre-indication, parce qu'à chaque fois il faut réévaluer aussi le risque hémorragique. Un inhibiteur de P2, YG, une minute. Alors à continuer pendant 12 mois. Une statine, bien sûr, pour avoir un taux de cholestérol, LDL cholestérol moins de 50%, ou chez le patient à haut risque cardiovasculaire, ça ce sont 10 mg par décilitre. Un bêta-bloquant, en particulier chez les patients qui ont une altération de la fraction d'éjection. Un bloqueur du système rénine-angiotensin d'aldostérone, en commençant par un IEC, si intolérance, un sartan, et bien sûr conseiller sur le changement du mode de vie qui fait partie du traitement. Voilà, je vous remercie pour votre attention.